Bonjour à tous et à toutes, bienvenue de nouveau sur votre chaîne Les mots justes. Cette vidéo vient à point nommé avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comme vous le savez, sur Les mots justes, j'ai voulu créer cette chaîne dans le but de parler d'expériences vécues, de faire intervenir des gens qui avaient vécu des expériences dans leur santé, dans leur corps, dans leur vie, et de leur donner un espace où ils pouvaient parler, où ils pouvaient expliquer ce qui leur était arrivé, dans l'espoir bien évidemment que cela serve au plus grand nombre, que d'autres personnes puissent trouver des réponses, certaines réponses à des questions, qu'elles soient existentielles ou qu'elles soient sur leur propre pathologie. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment parce que j'ai pas reçu de demande par mail de la part de personnes qui avaient des pathologies. Cette chaîne n'existe que dans ce partage-là. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que j'avais envie de vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue sur ce mois de décembre. Et j'avais envie de la partager avec vous. Je pense que ça va être utile. Alors, je vais vous parler vite fait du contexte. Il s'avère que j'ai une maman qui a 87 ans, qui n'est pas vaccinée, qui n'a pas eu le souhait de se faire vacciner. J'irai pas dans ses convictions, mais voilà, elle n'avait pas envie de se faire vacciner, elle ne s'est pas fait vacciner. C'est une femme très active, qui conduit, qui a une vie très remplie, qui fait beaucoup de choses dans sa vie, qui est autonome, ça c'est très important de le dire, elle est autonome. Et il s'avère qu'elle a dû se faire opérer de sa jambe fin novembre, donc elle avait un problème d'artère. Ils lui ont donc fait un pontage, ils lui ont mis donc une artère artificielle dans sa jambe. C'est quelque chose qui traînait depuis pas mal de temps. Et suite à cette opération, en sortant de l'hôpital, 2 jours après, elle a enclenché un Covid. Donc elle a été testée positive au Covid. Donc évidemment la contamination s'est faite à l'hôpital puisque c'est 2 jours après et qu'après l'opération elle est restée chez elle et n'a pas été en contact avec qui que ce soit. Donc effectivement on peut penser que la contamination s'est faite à l'hôpital. Ce qui est logique parce que de toute façon on sait que les vaccinés, le fait d'être vacciné ne protège pas de la contamination. Voilà, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne pouvez pas contaminer les autres, donc tout le système de santé est vacciné, mais effectivement, ça ne protège pas les autres d'attraper le Covid. Bref, le sujet n'est pas là, c'est que donc en sortant de l'hôpital, elle a enclenché un Covid, et donc moi, ça c'était le jeudi, elle a eu son test positif, et le dimanche, moi je l'ai appelée plusieurs fois, ça allait pas trop mal, elle avait des petits pics de fièvre, mais bon, pas plus que ça. Bon, elle avait quand même cette opération qui était une grosse opération, donc qui l'avait beaucoup fatiguée. Et le dimanche, je l'appelle, et là je la trouve très désorientée. Je décide donc de prendre ma voiture et d'aller chez elle directement. Et là je la retrouve en crise d'épilepsie. Ma maman est épileptique depuis longtemps. Et il s'avère que ces crises d'épilepsie sont souvent générées par des pics de fièvre très violents. Et bon, elle est soignée pour l'épilepsie, elle a un traitement qu'elle va avoir à vie de toute façon par rapport à ça. C'est plus ou moins régulé, parce que là ça faisait 4-5 ans qu'elle n'avait pas fait de crise, donc on était assez content de ce traitement. Mais là effectivement, avec les pics de fièvre qu'elle a eu, eh bien, elle a fait une crise d'épilepsie. Donc j'arrive dans la maison, j'ai les clés, donc j'ouvre et je la trouve en crise d'épilepsie, allongée sur son lit, fort heureusement, parce que le problème des crises d'épilepsie, c'est que ça entraîne une chute. La personne tombe toute raide, donc souvent elle a fait des chutes. Heureusement, elle a une bonne constitution, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de chute grave, mais là, elle était dans son lit, donc c'était plutôt doux. Et donc, je la trouve en crise d'épilepsie. Bon, j'ai les gestes que j'ai l'habitude de faire dans ces cas-là. Et donc, je passe la nuit à côté d'elle, dans son lit. Il était 5 h de l'après-midi, je décide de rester et de passer la nuit avec elle. Et durant la nuit, elle a fait 3 crises d'épilepsie, donc que j'ai géré avec ce que j'en connais. Voilà. Il s'avère que après ces crises d'épilepsie, donc le lundi, ça c'est le dimanche, le lundi, son état général a commencé à se dégrader. J'ai noté que, bon déjà, après une crise d'épilepsie, elle a toujours 3 jours où elle est assez hagard, elle ne me reconnaît pas forcément, ça c'est l'après-crise on va dire.
Et donc, le lundi, je vois bien qu'elle est de nouveau dans cet état-là, et donc je laisse passer ces 3 jours, lundi, mardi, mercredi, en me disant, bon, ben, c'est les effets de la crise, forcément. Mais je voyais bien que il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas tout à fait normal dans son état général. C'est-à-dire qu'elle a commencé à tousser, à avoir des quintes de toux, elle a commencé à... j'ai commencé à voir qu'elle n'était pas... comment dire, qu'elle était... Effectivement, elle était absente, mais qu'il y avait quelque chose derrière qui était beaucoup plus profond. Et j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu, et donc j'ai appelé son médecin, et là son médecin me dit il faut l'envoyer tout de suite aux urgences, parce que elle peut faire une forme grave du Covid, dans la mesure où elle a 87 ans, qu'elle n'est pas vaccinée, et que l'opération plus Covid plus épilepsie, là c'est direction l'hôpital. Donc là, je raccroche avec le médecin, sans autoriser évidemment le départ à l'hôpital. Et là, je me dis, je fais quoi? Donc j'ai passé ces 3 jours à ses côtés déjà, donc 3 jours, 3 nuits, H24, à la nourrir, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas l'envoyer à l'hôpital. Je me dis, bon ben là, c'est clair et net. Si je l'envoie à l'hôpital, je pense qu'elle va mourir. Parce que 87 ans, non vaccinée, avec toutes ces pathologies, je me dis là, je la perds, et en plus, elle va mourir toute seule. C'est-à-dire que là, comme moi-même n'étant pas vaccinée, je me dis, je pourrais même pas aller la voir à l'hôpital, donc elle va mourir toute seule à l'hôpital. Et là, je prends une grande décision, je me dis, je vais la garder à la maison. Je me dis, bon ben, avec toutes les connaissances que tu as accumulées, avec ton cancer, avec tout ce que tu as traversé en te soignant toute seule, etc., est-ce que tu es capable de soigner ta maman et de la sortir de là? Et la réponse vient automatiquement, la réponse est oui. Et dans cette réponse, ce oui, je me dis, et si jamais tu n'y arrives pas? Et là je me dis, de toute façon, si jamais je n'y arrive pas, au moins, elle sera entourée, elle sera pas toute seule. Si elle doit partir, si vraiment c'est le moment et que, voilà, c'est son heure, au moins je serai à ses côtés, elle sera entourée de tout l'amour qu'il lui faut, et puis je vais lui prodiguer tous les soins nécessaires, le maximum de ce que je peux faire et de mes connaissances, et je vais me relancer dans les recherches pour comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Grosse décision, le médecin me rappelle, me demande donc si on a pris la décision, si j'ai pris la décision de l'envoyer à l'hôpital, et là je lui réponds, non, je vais la garder à la maison. Donc je vais m'en occuper et je vais essayer de la sortir de là, voilà. Donc là j'ai senti tout de suite qu'il y avait un fossé entre ma décision et le dialogue du médecin, et un jugement, bien sûr, un jugement qui était là et qui m'a dit, vous savez, vous pouvez la tuer, voilà, donc des propos pas forcément faciles à entendre. Et j'ai maintenu ma position et j'ai dit, de toute façon, voilà, je veux mettre toutes les chances de son côté. Et pour moi, les chances de son côté, c'est pas l'hôpital. Parce que déjà, elle sort d'une opération, et l'intuber aujourd'hui, je sais que ça, elle s'en sortira pas, quoi. Donc, j'ai raccroché. Et là, je me suis dit, c'est parti. Maintenant, je mets en place le protocole. Donc là, je suis parti acheter tout ce qu'il fallait. Donc, autant vous dire que j'ai fait toutes les recherches qu'il fallait. Donc, du zinc, évidemment. Vitamine D, évidemment. Vitamine C, aussi. J'ai vu qu'elle avait un sirop à la maison, un antitoussif, que lui avait donné le médecin. Et quand j'ai vu cet antitoussif, il y a quelque chose chez moi qui a bloqué, parce que dans la nuit où elle a fait sa 2e crise d'épilepsie, comme elle toussait beaucoup, je lui ai donné de l'antitoussif, et 5 minutes après, elle a fait une crise d'épilepsie. Et je me suis dit, l'antitoussif, c'est pas bon, je pense, pour elle, parce qu'en fait, le fait de ne pas autoriser le corps à tousser bloque, en fait, cette toux qui est nécessaire pour évacuer tout l'encombrement. Et en fait, ça crée une pression qui après monte au cerveau, enfin j'ai eu vraiment l'image, et qui peut provoquer une crise d'épilepsie. Donc pour moi, c'était tellement cohérent que j'ai dégagé le sirop antitoussif, et je me suis dit, je vais fabriquer un sirop. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé un sirop, le sirop qu'il me fallait. Donc j'ai fait du miel avec des tranches de citron avec peau, du gingembre,
que j'ai fait macérer donc pendant 24 heures, et après je lui ai donné ce miel, je lui ai donné que ce sirop antitussif qui a très bien fonctionné, qui l'apaisait beaucoup. Et puis j'ai fait le plein en légumes frais, en fruits, en tout ce qu'il fallait. Et je lui donnais donc tous les jours 5 repas par jour, donc 3 repas principaux, plus 2 collations, des fruits frais, écrasés, avec tout un protocole. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les recherches que j'ai fait et tout le travail que j'ai effectué pour pouvoir la nourrir, continuer à la nourrir, lui donner des aliments qui lui permettent de tenir le coup, la soigner pour lui permettre de lutter contre ce qui lui arrivait, développer au maximum son système immunitaire. Enfin là, vraiment, j'ai fait tout ce que je... Alors évidemment, il y avait l'amour aussi qui était là, donc forcément c'était démultiplié, parce que quand j'écrasais ma banane, j'y mettais mais un amour fou, quoi. Cette banane, c'était plus une banane, c'était quelque chose que je lui donnais dans sa bouche et qui devait aider son corps. Donc il y avait tout ça, c'était quelque chose d'assez incroyable à vivre. Et à un moment donné, je sais pas, peut-être au bout de 15 jours de travail, de traitement, je l'ai traité en homéopathie, je l'ai traité avec de l'aspirine, je l'ai traité parce qu'il y avait sa jambe aussi, il y avait son opération, qu'il fallait aussi surveiller, ses cicatrices, enfin tout ça, voilà, en prendre soin et prendre soin de tout ce qu'elle était. Je dormais à ses côtés, je me levais la nuit pour la faire aller aux toilettes, je la portais à moitié pour la faire marcher, pour qu'elle aille aux toilettes. Enfin tout ça, tout en lui laissant une forme d'autonomie, qu'elle soit pas complètement assistée. Enfin c'était chaque pas que je faisais, en fait, je faisais tellement appel à mon bon sens, à mon amour et à mon bon sens, que j'avançais à chaque pas pour comprendre qu'est-ce que je devais faire. En fait, j'en appelais vraiment à ma guidance intérieure pour arriver à faire les gestes justes, les actions justes. C'était quelque chose d'assez incroyable. Et puis, donc au bout de 15 jours, j'ai senti qu'elle se dégradait. Il y a eu un moment où j'ai senti qu'elle se dégradait. Alors évidemment, je ne vous raconte pas, même pas les pressions extérieures, parce qu'évidemment, les amis, l'entourage, la famille, enfin tout le monde a mis une énorme pression pour la mettre à l'hôpital, ce que j'ai refusé, continué à refuser. Moi je leur ai dit, ben, venez la voir, être à ses côtés, mais ne l'envoyons pas à l'hôpital, quoi. Elle ne reviendra pas. Donc là, on a une chance, mais il va falloir voilà, être tous là, quoi. Bon, il n'y a eu personne, hein, évidemment, j'étais seule, c'est clair. Même à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je ferme la maison à clé, parce que je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir tellement de pression que je vais avoir une ambulance qui va arriver devant la maison, ils vont me la prendre de force, quoi. C'était très anxiogène, donc j'essayais vraiment de relativiser par rapport à ça, mais c'était très difficile. Ça a été, je crois, la partie la plus difficile à vivre, mais j'ai tenu bon. Et au bout de 15 jours, donc, sa situation s'est dégradée, j'ai senti qu'elle aussi était fatiguée, qu'elle avait envie de jeter l'éponge, qu'elle en avait marre de se battre, qu'elle était fatiguée de cette toux qui n'arrêtait pas, qui était très difficile. Et j'ai contacté une amie qui a un magasin, bref, et de produits naturels, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait me faire une ordonnance d'ivermectine ou de chloroquine, peu importe l'un ou l'autre, mais il me faut un produit. J'ai entendu parler de ces produits-là, je veux croire que ça fonctionne, et je veux essayer. De toute façon, j'ai rien à perdre, donc je veux essayer. Et elle m'a donné le numéro de téléphone d'un médecin qui est à la retraite et qui aide les gens qui ont des Covid comme ça et qui ne sont pas vaccinés et qui ne veulent pas aller à l'hôpital, etc. J'ai appelé ce monsieur, je l'ai appelé mon Père Noël, parce que franchement, cet homme a été d'une remarquable humanité, c'était incroyable. J'avais un soutien dans ce monde, c'était lui, qui m'envoyait des messages tous les jours, qui me soutenait dans ma démarche, qui m'a dit, vous vous rendez pas compte, c'est incroyable ce que vous faites pour votre maman, il y a très peu de gens qui font ça, et franchement, c'est absolument incroyable, il faut faire ça, il faut essayer. Et il m'a fait une ordonnance d'ivermectine, que je suis allé chercher tout de suite, que je lui ai donnée. Et c'est dingue parce que le premier jour, je lui donne l'ivermectine,
Le lendemain, elle avait retrouvé le goût et l'odorat. Ça a été la chose la plus impressionnante. C'est-à-dire que le lendemain, moi je continuais à la nourrir et elle m'a dit « Ah, je sens le goût. » Et là j'ai dit « Waouh, il y a quelque chose qui se passe, quoi. » Donc, alors l'ivermectine, j'avais 3 boîtes. J'avais une première boîte à donner. 3 jours après, si ça ne s'arrangeait pas, une deuxième boîte. Et après 3 jours, une troisième boîte. J'ai donné la première boîte. Il y a eu une remontée assez rapide. Et au 3e jour, c'est redescendu. Donc, j'ai donné la deuxième boîte. Et à partir de cette deuxième boîte, elle n'a fait que remonter. Donc en fait, à partir du moment où j'ai vu qu'elle remontait, qu'elle commençait à vraiment remonter, reprendre le combat en fait, je retrouvais ma guerrière. À un moment donné, en fait, c'était avant l'ivermectine. Non, à la première boîte, en fait, quand elle est redescendue, un soir, à 11 h du soir, je me suis dit, mais comment je peux bloquer cet environnement qui veut absolument la mettre à l'hôpital, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je me suis dit, ils vont venir, ils vont me la prendre, quoi. C'est dingue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent que on n'a pas la possibilité de choisir. On se retrouve vraiment confronté à des pressions terribles, quoi. Et je me suis dit, il y a une possibilité, c'est le HAD, c'est-à-dire l'hospitalisation à domicile. Donc, il était 11 h du soir, j'ai fait mes recherches. Et j'ai vu qu'il y avait le HAD, l'hospitalisation à domicile. Et je me suis dit, en l'hospitalisant à domicile, je bloque le fait de l'envoyer à l'hôpital, parce que ça arrangera tout le monde, qu'elle soit hospitalisée officiellement à la maison, avec un lit médical et tout le bazar. Et je dis, ben, comme ça, je bloque cette histoire de l'emmener à l'hôpital. Et donc, je sais pas, il devait être minuit, je suis allé dans la chambre, je me suis assise à côté de la tête de maman, je l'ai réveillée, et je lui dis, bah, écoute maman, voilà, je t'explique la situation. Aujourd'hui, alors elle était consciente sans être vraiment consciente, mais elle était quand même là. Et je lui dis, aujourd'hui j'ai des pressions tellement fortes pour t'envoyer à l'hôpital, là je ne sais plus quoi faire. Je dis, voilà, ça fait maintenant plus de 15 jours que je te tiens à bout de bras en te nourrissant, en faisant tout ce qu'il faut, mais sans toi, j'y arriverai pas. C'est-à-dire que je peux te tenir, te maintenir, mais si toi, tu fais pas la partie du boulot, si toi, tu jettes l'éponge, je pourrai pas aller contre toi. Je pourrai pas me battre contre toi. Il va falloir que toi, tu mettes vraiment du tien. Il va falloir que toi, tu mettes toute ta force, toute ton énergie de guerrière pour t'en sortir. Et j'ai dit là maintenant, j'ai besoin de toi. Donc, aide-moi, et on y arrivera toutes les deux. Mais moi, toute seule, je ne pourrai pas. Donc, je dis, demain matin, tu te lèves, ça va être dur, mais tu te lèves, et tu viens prendre ton petit déjeuner à table. Et on va y aller, petit pas par petit pas, mais tu vas reprendre le dessus de cette saleté. Tu vas t'en sortir, parce que tout ce que tu voulais de ne pas te faire vacciner, rappelle-toi, tu ne peux pas te laisser abattre par ce virus. Tu ne peux pas te laisser emporter par ça. Voilà, tu peux pas mourir de ça, c'est pas possible, quoi. Donc maintenant, tu vas te battre. Et j'ai senti dans son œil, alors elle me regardait un peu éberluée, mais j'ai senti, j'ai parlé pendant une demi-heure, je sais même plus ce que j'ai dit, parce que c'était tellement puissant, je sentais que j'étais portée par quelque chose de plus grand que moi, en fait. Hein. J'avais vraiment... J'étais fatiguée aussi, parce que moi aussi j'ai eu le Covid du coup, puisque je dormais avec elle, donc j'ai été contagiée, donc moi aussi j'avais le Covid, j'avais cette fatigue, j'avais tout ça. Et en plus je m'occupais d'elle, et j'étais comme portée par quelque chose. Et là, dans la nuit, à un moment donné, elle m'a réveillée pour aller aux toilettes, et je l'ai aidée, je lui ai pris les bras comme d'habitude je fais pour l'asseoir et pour qu'elle se lève, et là elle s'est dégagée comme ça. Et j'ai dit waouh, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'elle avait repris le dessus en fait. Elle reprenait en main le truc, quoi. Et à partir de là, tout est remonté. Alors bon, c'est une drôle d'aventure. Aujourd'hui, donc un mois après, c'est arrivé le 2 décembre. Donc aujourd'hui, on est le 10 décembre, on va dire un peu plus d'un mois, mais vraiment l'amélioration a été... Vraiment un mois après, maman a été sortie d'affaires, je dirais. Alors évidemment, j'ai appelé le médecin. À chaque fois, j'appelais le médecin en fait pour lui demander des choses.
Donc c'était comme un commercial, voilà. Je l'appelais comme dans un magasin. Je l'appelais, je disais voilà, il me faut une ordonnance pour un respirateur, s'il vous plaît. Il disait oui, je vous pose ça dans le couloir. Donc j'allais chez lui, je récupérais l'ordonnance pour un respirateur. Mais c'est pas lui qui disait il faudrait un respirateur, c'est moi. Oui, bonjour, là, il me faudrait une prise de sang parce que j'aimerais bien voir un petit peu où en est son système immunitaire. Donc je lui disais ce qu'il me fallait dans la prise de sang. Donc il me faisait la prise de sang. Voilà, c'était un prescripteur en fait. C'était assez curieux. C'est-à-dire que de lui-même, il n'y avait pas la démarche de dire est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire une prise de sang finalement pour voir un petit peu, etc. Bon, bref. Donc je m'en suis servi vraiment comme je vous dis, comme un magasin où j'appelais, je disais voilà, il me faut ça, il me faut ça. Donc j'ai mis maman évidemment sous respirateur à la maison, très vite. D'ailleurs quelques jours après la crise d'épilepsie, parce que je voyais bien qu'elle avait du mal à respirer. Donc tout a été mis en place, et donc un mois après, aujourd'hui je vais vous faire un point de là où elle en est. Maman évidemment est sortie d'affaires. Elle se lève, elle mange à table, elle mange, elle a retrouvé son goût, elle a retrouvé son odorat, elle mange avec appétit. Je continue à aller faire son petit déjeuner, son repas du midi et son repas du soir. Je fais plus trop de collation, je mets un petit fruit, mais plus trop de collation. Elle a perdu du poids, donc ce qui fait qu'elle se sent beaucoup mieux dans son corps, beaucoup plus légère, elle a moins de problèmes de genoux, donc elle s'est rendue compte aussi qu'elle était en surpoids. Ça a permis aussi d'alléger son corps, donc ça c'est très bien. Sa jambe, évidemment, alors pendant la période où elle était alitée, ses jambes, elle avait des jambes de jeune fille, parce que j'avais surélevé le lit. Donc elle avait vraiment des jambes de jeune fille. Là, effectivement, avec le fait de se relever, elle a sa jambe qui gonfle un peu. Donc j'ai demandé à un kiné pour faire des séances de drainage lymphatique manuel à domicile. Elle a un kiné respiratoire qui vient à domicile, qui lui réapprend à respirer, parce que quand on utilise le respirateur, ben en fait notre cerveau ne sait plus respirer tout seul, donc elle fait des apnées, donc elle apprend à de nouveau respirer profondément, à réguler sa capacité respiratoire. Donc moi j'apprends aussi parce que je suis toujours là pendant les séances avec le kiné, donc lui fait le boulot quand il vient tous les jours, et puis moi après, quand il vient l'après-midi par exemple, moi le matin je prends le relais et je la coach aussi pour faire des séances. Donc ce qui fait qu'elle a 2 séances par jour de kiné, une fois avec un kiné et une fois avec moi. Donc ça c'est plutôt chouette. Pareil pour les massages, parce que je regarde comment elle fait, j'apprends, je lui pose des questions et résultat je fais aussi des massages. Donc voilà, on est allé se promener, alors j'ai demandé un fauteuil roulant. Ma mère est une femme fière, donc le fauteuil roulant elle l'a utilisé qu'une seule fois. Assise, d'ailleurs elle a terminé la séance, on est parti à la Chêneraie se promener, elle était dans le fauteuil et puis à la fin de la promenade elle s'est levée et elle a poussé le fauteuil quoi. Ça c'est ma maman, c'est ma guerrière. Donc le fauteuil on l'a utilisé très peu, on l'a utilisé 2 fois, mais le fait de sortir en extérieur ça lui a aussi, son visage a changé, tout a changé, c'était impressionnant, les sorties en extérieur, prendre l'air, tout ça, donc elle marche maintenant. Alors aujourd'hui, la situation est qu'elle a toujours un problème respiratoire, c'est-à-dire qu'elle s'essouffle, voilà, elle a un essoufflement, mais en dehors de son essoufflement, maman est quelqu'un d'autonome, ça fait maintenant 3 nuits que je dors chez moi, ça fait maintenant une journée, c'est ma première aujourd'hui, où je l'ai laissée toute seule chez elle parce que je me suis dit, c'est bien aussi, parce que c'est quelqu'un de très autonome, ma maman, et je me suis dit, là aujourd'hui, il faut qu'elle ait une journée de liberté aussi, c'est bien. Et puis moi aussi, comme ça, elle s'est élevée, elle a fait son petit déjeuner, je lui ai quand même préparé son repas du midi la veille, mais voilà, elle passe sa journée toute seule dans sa maison à faire ce qu'elle a à faire. Elle descend son escalier, elle a une maison à étage, donc le kiné la rééduque pour descendre et monter l'escalier. Donc maintenant, elle sait descendre et monter l'escalier 5 fois de suite sans trop s'essouffler, donc elle descend l'escalier, elle peut aller en bas dans sa véranda. Voilà, elle est autonome, elle est sortie d'affaires. Et franchement, cette expérience m'a montré que sur un cas aussi grave que celui de maman, parce que là franchement c'était une forme grave, mais démultipliée par des comorbidités du coup, donc là il y avait de grandes chances pour qu'elle parte. Je me suis rendu compte qu'on pouvait arriver à s'en sortir, qu'il y avait des remèdes, qu'il y avait des solutions. Alors, j'ai fait un protocole, évidemment, j'ai mis en place tout un protocole que je pourrais vous partager si vous en avez envie, mais franchement,
informez-vous, cherchez, cherchez, parce que je vous assure que, évidemment que c'est une maladie grave, il y en a beaucoup des maladies graves dans le monde, mais il n'y a pas de non-sortie de ça, on peut s'en sortir. Vous savez, à chaque fois, je me disais, de toute façon, si elle part à l'hôpital, ils vont lui faire des soins hospitaliers, mais jamais, au grand jamais, ils lui feront ce que moi je lui fais. C'est-à-dire jamais ils lui donneront tout l'amour que je lui ai donné. Jamais ils lui donneront la nourriture que je lui donne. Vous savez, quand on est nourri à l'hôpital, on voit comment ça se passe. Or, moi, elle avait des fruits frais, des graines. Vraiment, au niveau protocole alimentaire, si vous saviez le travail que j'ai fait acheter un extracteur à maman, je lui faisais des jus frais, des jus de légumes frais, où elle prenait des vitamines, des minéraux. Je savais qu'à l'hôpital, elle n'aurait pas tout ça. Je savais qu'à l'hôpital, elle n'aurait pas tous les massages que je lui fais, tout ce que j'ai pu faire pendant ce mois. Je savais que, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que rien n'est plus fort que l'amour, et que si vous avez autour de vous des gens qui sont touchés par cette maladie, n'oubliez pas que vous pouvez les aider à s'en sortir, non pas en prenant vous en charge le malade, mais en lui laissant aussi toute la place à lui de lutter contre ce qui se passe, parce que ça reste son corps. Et je sais que maman, si j'avais pas à un moment donné, cette nuit-là, mis un gros coup de pied dans le truc en lui disant maintenant, vas-y, bouge-toi, fais ce qu'il y a à faire, fais ta part, quoi. Je sais que ce moment-là a été un moment clé, un moment hyper décisif, où j'ai fait appel aussi à sa capacité à s'en sortir, plutôt que de se laisser porter, voilà, par moi qui la soutenais en fait. Ça a été plein d'étapes. Je pourrais vous en reparler, je referai sûrement une vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais ça a été plein d'étapes, plein de choses. Et j'ai appris beaucoup. Et franchement, voilà, je partage cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas coupée. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère que... Je sais pas ce que j'espère en fait. Mais je ressentais le besoin en tout cas de partager mon expérience. C'est une expérience forte, c'est une décision forte. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de décider de garder quelqu'un qui fait un Covid grave à la maison. Mais en tout cas, c'est faisable et on peut s'en sortir. Voilà. Et j'en suis la preuve, encore une fois. Comme pour mon cancer, voilà, j'ai prouvé que je pouvais soigner mon cancer sans protocole médical, sans chimio, sans rayon. Et là, encore une fois, la vie m'a mis une épreuve pour que je prouve, alors que je me prouve à moi déjà, et puis que je prouve sûrement au monde, c'est pour ça que je le partage, que c'est faisable, qu'on peut le faire, mais qu'il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment aller chercher des informations, la connaissance, encore une fois. Pour y arriver, il faut savoir, et pour savoir, il faut chercher. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vais stopper là pour ne pas faire trop long, et puis je vous dis à très bientôt, je referai des petites vidéos pour parler de nouveau de tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous.